légitimé, hein, ce sont des textes nomiques. Ces textes ont légitimé le contrôle des médias dans un certain nombre de pays. Donc il fallait de nouveaux textes pour mettre en évidence, promouvoir la liberté de la presse. Et faire adopter ces textes par les États, puisque l'UNESCO est une organisation intergouvernementale. Faire voter les Chinois, les Cubains, les Zimbabwéens sur un texte promouvant la liberté de la presse. Et on y est arrivé. Comment? D'abord, il y a eu un exercice interne à l'UNESCO que le directeur général a dirigé, qui était de faire adopter, parce que toutes les organisations internationales travaillent selon des plans, comme n'importe qui. On a un plan de travail pour 2 ans, généralement, avec un budget. Et chaque année, tous les 2 ans, les États se prononcent sur ce projet de programme et sur le budget. Et là, Mayor s'est battu pour avoir une nouvelle terminologie dans les textes. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on en a jusqu'à 5 heures. Mais il a réussi à faire en sorte qu'il y ait de nouveaux textes et que les principes du nomique soient modifiés de manière telle qu'ils ne puissent plus être interprétés, comme je l'ai dit avant, équilibre contre liberté. Maintenant, par exemple, pour vous dire en diplomatie, hein, c'est intéressant, il faut une diffusion de l'information plus large et mieux équilibrée. Donc ça, c'est la version nomique. Alors on a gardé, il faut, compte tenu des inégalités, il est souhaitable d'avoir une diffusion de l'information plus large et mieux équilibrée, virgule, et on a rajouté, sous réserve de la liberté d'expression. Donc, on ne pouvait plus utiliser cette phrase pour justifier la censure, parce qu'on mettait bien l'essentiel, c'est de préserver la liberté d'expression. Je peux te poser encore une autre question, parce que une affaire qui m'intéresse beaucoup, j'essaie de travailler avec eux, c'est un peu tout le sens de la rhétorique internationale, le jargon parfois des organisations internationales, que tu viens de présenter avec un contenu. Donc il y a comme parfois l'idée d'un jargon ou de toute une rhétorique, mais qui a à la base un argument important. D'accord? Est-ce que, par exemple, liberté d'expression, donc c'est comme un label, non? Pour toi, c'est comme un label de ton travail, de ta gestion à l'UNESCO. La liberté de presse, c'est comme Alain Maudou, c'est... non, je peux dire ça? Bon, on m'avait un peu... C'est vrai que, comme j'étais celui qui était responsable du programme, on m'identifiait avec ça. C'est comme une image de marque, parce que... Mais est-ce que tu penses que toutes les déclarations que l'on fait ont à la base, ou tu penses, non, tu pourrais nous expliquer, combien de réflexions et d'argumentaires et de points ont à la base la plupart des déclarations que l'on fait? Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Non, les mots ne suffisent pas. Je n'avais pas fini. Ah, merci. Parce qu'une fois que les textes avaient été modifiés, il fallait encore les valider par l'action. Les médias disaient, c'est gentil, vous allez modifier vos textes, mais ça reste des textes. Qu'est-ce que vous faites en réalité pour nous aider à vraiment votre... Et alors c'est là où le contexte du moment, lorsque le texte a été modifié, c'était en novembre 89, c'était juste dans les jours de la chute du mur de Berlin. Et ça, il faut être de l'intérieur pour pouvoir le savoir. Pendant des années, la délégation soviétique dirigeait la manœuvre pour faire en sorte que les textes sur le nomique avancent, évoluent dans le sens qu'ils souhaitaient. Et puis, ils utilisaient le relais de la Yougoslavie, ça c'est pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, pays dit non alignés, pour faire passer aux pays africains, enfin aux pays du Sud, aux pays dits non alignés, disons leurs souhaits quant aux interventions à faire sur tel et tel texte. Et ça, je ne sais pas. Celui soviétique qui était pendant des années à Paris et qui tout d'un coup s'est retrouvé au mois de novembre 89
complètement paumé dans la nature et que j'ai moi ensuite engagé dans mes services, qui avait une grande confiance en moi et qui m'a confirmé ces faits. Et m'a dit, pendant ce mois de novembre 89, je ne recevais plus d'instructions de Moscou. Évidemment, le mur de Berlin était en train de tomber, ils avaient d'autres soucis que la conférence générale de l'UNESCO. Donc, les soviétiques se sont tus et leurs alliés habituels étaient complètement désemparés. Et Mayor a pu énormément bénéficier de cela pour changer les textes. J'ai écrit un article là-dessus, si ça t'intéresse, je te l'enverrai. Mais il fallait encore valider tout cela par l'action. Et alors, parmi les plus désemparés, c'était les Africains. Parce que l'Afrique, qu'on soit d'accord ou pas avec les faits, je vous laisse le soin de juger par vous-même, mais l'Afrique était partagée entre l'Est et l'Ouest, et un petit peu on essayait de tirer avantage, chaque pays essayait de tirer avantage de cette rivalité entre l'Est et l'Ouest. Il y avait des pays qui étaient marxistes, puis il y avait des pays qui étaient, à l'époque ça s'appelait comme ça, capitalistes, qui étaient pour l'économie de marché, etc. Et puis ces pays africains étaient comme un ballon de football qu'on shoot dans tous les sens. Et quand l'Union soviétique a disparu, évidemment, ces pays africains ne savaient plus très bien à quel sens vouer. Et ils ont eu peur, surtout, qu'ils soient oubliés, abandonnés. Et c'est là où, je crois qu'on a eu quand même, avec M. Mayor, une idée qui était, je ne veux pas dire géniale, parce que ce serait prétentieux, mais on a dit, le seul moyen maintenant de crédibiliser, c'est non pas que nous, Européens, nous soyons sur le devant, mais il serait important que les Africains prennent le leadership, prennent en main la suite pratique de cet exercice, ce qui leur donnerait d'abord l'occasion, de montrer qu'eux-mêmes ont pris conscience et font face à cette nouvelle situation, et d'apporter quelque chose à l'édifice des droits de l'homme, parce que ce que l'Afrique reproche à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est qu'elle a été rédigée sans eux. Bon, il y avait les Éthiopiens à l'époque, mais à l'époque où la Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée, l'immense majorité des pays africains étaient encore sous le joug colonial. Donc, les Africains, il fallait leur donner l'occasion d'ajouter une pierre à cet édifice, mais non d'eux-mêmes. Et alors, on a organisé, quelques mois après la chute du mur de Berlin, l'UNESCO et les Nations Unies, c'est connu dans les annales, cette célèbre conférence ou table ronde de Windhoek, où on a invité la presse, les journalistes indépendants africains, plusieurs sortaient de prison, en fait. Et ce sont les Africains qui ont établi cette déclaration de Windhoek du 3 mai 1991, qui définit les conditions d'une presse libre, indépendante et pluraliste en Afrique. Et ce texte est un texte très, je dirais, très sincère. Et est devenu un texte historique à l'échelle internationale parce qu'ensuite ce texte a été adopté par les États. Et les États ont demandé à ce qu'une réunion comme celle de Windhoek soit répétée en Asie, en Afrique, dans le monde arabe et dans le monde occidental. Bien qu'on a organisé un Windhoek en Asie, ça a eu lieu en fait au Kazakhstan, ensuite à Santiago de Chili, tu te souviens, pour l'Amérique latine, à Sanaa pour le monde arabe et à Sofia pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Et chose qui est importante de relever, c'est que tous ces textes, toutes les déclarations de ces régionales qui ont été adoptées par les médias indépendants de ces différents continents, toutes se réfèrent au départ à la déclaration de Windhoek. Donc pour la première fois, les textes internationaux se réfèrent à quelque chose qui est né et qui a été développé en Afrique. Et ça, c'est une grande fierté pour les Africains. Surtout
qu'au-delà du texte, les Africains ont proposé qu'il y ait une journée mondiale de la liberté de la presse. Bien sûr, c'est pas Windhoek qui a fait la proposition, enfin, les journalistes sont rentrés chez eux avec leurs problèmes quotidiens, donc c'est à Paris qu'on a dû mener, j'ai dû mener la négociation pendant 2 ans et demi avec New York pour que l'Assemblée générale des Nations Unies, finalement je vous passe les détails, mais il m'a fallu, il m'a fallu 2 ans et demi pour que cette proposition soit réalisée et adoptée. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé cette journée mondiale de la liberté de la presse. Et quel jour a été choisi? Le 3 mai, date anniversaire de l'adoption par les Africains de la déclaration de Windhoek. Donc, les Africains se sentaient doublement, disons, doublement impliqués, puisque maintenant, le 3 mai est une journée qui commémore un événement qui a eu lieu à Windhoek en 91. Et là, les journalistes, les médias, qui étaient nos ennemis, ont compris par cette action, parce que les textes dont je vous ai parlé avant ne suffisaient pas, et ont compris par cette action que l'UNESCO avait réellement changé, avait retrouvé sa liberté, et comme disait M. Mayor, le directeur général, était revenu à sa constitution, parce que la constitution dit que l'UNESCO doit favoriser la libre circulation de l'information par le mot et par l'image. Et ben voilà, on y est arrivé. Et l'UNESCO a été qualifié comment, en termes sportifs, de champion de la liberté de presse, alors qu'on était quelques 3 ou 4 ans auparavant le diable qui faisait tout pour que la presse soit censurée par les États. Alors ça, c'est un travail, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un travail de relations publiques au sens strict du terme, c'est-à-dire faire en sorte de regagner la confiance par la communication. Et là, dans le cas particulier, c'était dans le domaine de la communication. D'habitude, c'est regagner la confiance par la communication, mais dans un domaine comme la qualité d'un produit ou la crédibilité d'une entreprise ou la crédibilité d'un gouvernement, là c'était la communication au service de la communication, et en particulier des médias. Donc c'est pour ça que quand je vous disais j'étais au CICR au service de la communication de crise, dans un contexte interculturel très complexe, à l'UNESCO, je me suis retrouvé également dans ce contexte de crise. Mais là, entre nous soit dit, et peut-être je m'arrêterai là pour quand même vous laisser le temps de poser des questions. Et pour vous qui allez peut-être travailler dans les entreprises ou des administrations, comme chargé de la communication, comme relationniste, comme porte-parole, rien n'est possible en matière de communication si vous n'avez pas la confiance et l'appui du leadership, du grand patron, de la grande patronne. Parce que vous êtes en fait une entreprise, vous êtes une sorte de bateau pilote à l'extérieur, vous avez le paquebot qui suit derrière, et s'ils n'ont pas confiance dans ce bateau pilote, c'est clair qu'ils vont couper le câble et vous laisser tomber, vous laisser sombrer. Donc, c'est essentiel d'avoir la confiance de ce leadership. Et c'est le plus difficile parce que la confiance ne vient que par votre travail, par la démonstration de vos capacités, par votre capacité de résoudre des problèmes. Et puis votre ennemi numéro 1, parce que c'est peut-être pas l'ennemi, mais votre moustique qui va vous piquer en permanence et qui vous obligera à être prudent à un certain moment, c'est le juriste. C'est le juriste. N'oubliez pas ça. Une entreprise en crise va se trouver face, surtout dans le système américain, face à des demandes, on le voit maintenant avec BP, à des demandes d'indemnisation, à des condamnations, etc. Et donc le juriste
vous suppliera d'en dire le moins possible pour éviter